Bienvenue à tous, c'est Info Soir. Voici les titres de ce mercredi. Ouverture à Marrakech des travaux du Forum régional africain sur le développement durable. L'événement a pour objectif d'évaluer les progrès accomplis et d'échanger les expériences au niveau continental et aussi de formuler des recommandations pour accélérer la mise en œuvre de l'agenda 2030. En Libye, les combats s'intensifient. Les troupes du maréchal Haftar piétinent toujours aux portes de la capitale libyenne, visées par des tirs de roquettes qui ont fait au moins 4 morts. Faiz al-Sarraj, le chef du gouvernement, a accusé son rival Khalifa Haftar de crimes de guerre. La Suisse, invitée d'honneur du SIAB, met son expertise au service de l'agriculture marocaine. L'occasion pour le pays helvétique de faire profiter le royaume de nombreuses innovations en matière d'agriculture. 13 entreprises suisses ont fait le déplacement à Meknès. Matière et design, ses valeurs et ses messages, une exposition haute en couleurs qui réunit les objets en céramique et les collages de David Pecker qui remet en question l'utilisation foisonnante du plastique et les bijoux impression 3D de Marie Boltenstern. Madame, Monsieur, bonsoir. Échanger les expériences dans le domaine du développement durable en Afrique et accélérer la mise en œuvre de l'agenda 2030 des Nations Unies, c'est l'ambitieux programme du Forum régional qui se tient à Marrakech, cette 5e session qui abordera des thématiques comme les énergies renouvelables. La coopération Sud-Sud connaît la participation de plusieurs ministres africains en charge de l'environnement. L'événement qui se poursuivra demain réunit également des experts, des organisations intergouvernementales et des représentants du secteur privé et de la société civile. Reportage Lahsen Houban et Adil Bouskri, le récit est de Hind Bnabnbi. Assurer l'inclusion et l'égalité, c'est l'un des objectifs que s'est assigné le Forum régional africain sur le développement durable, dont la 5e session a démarré aujourd'hui à Marrakech. Pour cet événement continental, le Royaume, en tant que pays hôte, prend la relève du Sénégal pour assurer la présidence du Forum et présenter ses recommandations. Le forum va permettre d'évaluer les progrès accomplis en ce qui concerne les 17 objectifs de développement durable définis par les Nations Unies, ainsi que les obstacles qui perturbent encore leur réalisation. Il s'agit ainsi d'accélérer la mise en œuvre de l'agenda 2030 au niveau régional dans un contexte marqué par la nécessité de maîtriser les impacts du réchauffement climatique en le limitant à un seuil ne dépassant pas les 1,5 degrés. Et le Maroc joue le rôle de leader dans la région. Le Royaume dispose d'une véritable feuille de route à travers la stratégie nationale de développement durable qui couvre 78% des objectifs de l'agenda 2030. Le Forum régional africain sur le développement durable est une plateforme intergouvernementale mise en place par la Commission économique pour l'Afrique en collaboration avec d'autres organismes du système des Nations Unies, la Commission de l'Union africaine et la Banque africaine de développement. Nous ouvrons la page internationale avec la Libye où les combats s'intensifient, surtout au niveau des quartiers sud de Tripoli. Les troupes du maréchal Haftar piétinent toujours aux portes de la capitale libyenne, visées par des tirs de roquettes qui ont fait au moins 4 morts. Faiz Sarraj, chef du gouvernement d'union nationale, accuse son rival de crimes de guerre, ce que le maréchal Haftar conteste. La communauté internationale, elle, reste divisée. Les développements avec Nisrin Hakoun. Voitures calcinées et bâtiments écroulés, Tripoli affiche un visage de désolation. Hier, pour la première fois, les affrontements ont atteint le centre de la capitale libyenne, faisant au moins 4 morts et une dizaine de blessés. Le maire d'Abou Salim, plus grand quartier de Tripoli, dénonce des frappes aveugles des troupes du maréchal Haftar pour s'emparer de la capitale. Certaines roquettes se fragmentent et les photos en provenance des sites touchés sont terrifiantes. Les roquettes de type Grad frappent aveuglément. Ils touchent des civils innocents. Abou Salim est au centre de la capitale et c'est un des endroits les plus densément peuplés de Tripoli. Une ville qui a une population d'environ 2,5 millions de personnes. Officiellement reconnu par la communauté internationale, le chef du gouvernement d'union nationale, Faiz al-Sarraj, s'est rendu dans la nuit dans les quartiers les plus touchés par les tirs. Sur place, il a dénoncé la sauvagerie et la barbarie de son rival, le maréchal Khalifa Haftar, qu'il a qualifié de criminel de guerre. Le criminel Haftar a commis une agression barbare dans les quartiers de Wastin et d'Al-Imtissar, ce qui montre qu'il est un criminel. Si une personne a une once d'humanité, elle ne ferait pas ce qu'il a fait. Mais je dis à tout le monde qu'il sera jugé. Demain, nous présenterons tous les documents à la Cour pénale internationale, l'accusant d'être un criminel de guerre et de commettre des crimes contre l'humanité. Nous, les Libyens, serons forts devant ce criminel.
Le maréchal Haftar, lui, dément que ses troupes puissent être à l'origine des tirs de roquettes qui ont visé Tripoli hier. Il rejette la responsabilité sur les milices terroristes qui, selon lui, contrôlent toujours la capitale libyenne. Selon les Nations Unies, les affrontements entre les deux camps rivaux ont déjà fait près de 200 morts depuis le 4 avril dernier. Le Conseil de sécurité des Nations Unies examine actuellement un projet de résolution en vue d'instaurer un cessez-le-feu dans le pays. Le texte, qui pourrait être mis aux voix dès cette semaine, ne fait toujours pas l'unanimité. Nous continuons de parler de la Libye avec moi sur le plateau, notre expert en relations internationales, professeur Khalid Chegraoui. Bonsoir. Alors, est-ce que la situation sur le terrain aujourd'hui, une semaine après le coup de force du maréchal Haftar, comment est-ce qu'on peut l'analyser ? Déjà, la situation elle est trop difficile. À partir du 4 avril dernier, ça commence à s'envenimer autour de la capitale autour de la capitale Tripoli. Et je ne pense pas que cette attaque ou l'ensemble de ce conflit militaire va résoudre cette question du moment qu'aucune des forces en place ne pourra vraiment occuper le terrain à elle toute seule. Du moment qu'il y a un ensemble de milices, en fait, il n'y a pas véritablement de structure militaire unifiée. Même l'armée nationale libyenne organisée par Haftar, elle est organisée aussi autour d'un certain nombre de milices et bien sûr d'anciens militaires libyens. Et nul ne peut douter du fait qu'aucune solution militaire ne pourra être trouvée à ce problème. Aujourd'hui, le grand problème, c'est la population civile qui est prise en étau entre ces deux forces. Et aussi, il faut parler des migrants subsahariens, principalement subsahariens, qui sont aussi pris déjà, qui vivent une situation terriblement d'indigence terrible dans la région et qui vivent aujourd'hui une situation beaucoup plus difficile. Et bien sûr, ça dénote quand même un échec de l'ensemble des tentatives de résoudre ce problème entre les deux belligérants. Est-ce que la situation, ce qui se passe aujourd'hui, est-ce que ça dénote un échec de la communauté internationale? En fait, c'est beaucoup plus un échec lié à certaines ingérences et certaines interventions plutôt personnelles que de la communauté internationale. On sait tous que la communauté internationale, principalement les Nations Unies, ont géré un processus de paix et de réconciliation entre les belligérants libyens, principalement le processus de Skhirat, qui reste toujours une plateforme très importante et qui est considérée, que ce soit par l'ensemble des pays européens et même d'Afrique du Nord maghrébin, bon, sauf certains, quand même une plateforme très importante pour résoudre ce problème. Et jusqu'à aujourd'hui, je pense que ce sont les ingérences, certains agendas personnels de certains États qui poussent quand même à ce que ce conflit s'envenime dans la région. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a un émissaire libyen qui est au Maroc. Oui, effectivement, M. Jouma Al-Gmati, qui est envoyé spécial de M. Fayez Sarraj, qui a été au Maroc. D'ailleurs, la Libye et principalement le gouvernement de Tripoli de M. Fayez Sarraj considère toujours que la plateforme de Skhirat est toujours d'actualité. Et bien sûr, le Maroc, dans ce cadre-là, a toujours soutenu la légalité internationale libyenne et aussi, il a toujours soutenu l'intégrité territoriale et nationale libyenne. Bien sûr, il va falloir revoir cette situation, relancer peut-être le processus Skhirat autrement, avec des amendements, trouver des places à l'ensemble des belligérants, mais il n'y a qu'une solution à la question libyenne, c'est une discussion et une négociation interlibyenne, intralibyenne, pour une solution libyenne, bien sûr avec l'aide des Nations Unies. Et c'est ce que le Maroc a toujours soutenu et soutiendra toujours. Professeur Khalid Chegraoui, merci pour cet éclairage. En Algérie, les manifestations se poursuivent dans la capitale. 1 millier de syndicalistes ont réclamé le départ du patron de l'Union générale des travailleurs algériens, principale centrale syndicale d'Algérie, à qui ils reprochent ses liens avec le clan de Abdelaziz Bouteflika, chassé du pouvoir depuis le début du mois d'avril par une contestation inédite. Les manifestants se sont rassemblés devant le siège de l'UGTA pour exiger le départ du secrétaire général en poste depuis 1997 de l'ancien syndicat unique et seule organisation syndicale considérée comme représentative par les autorités algériennes. Avant de refermer cette page internationale, cette décision de Sa Majesté le roi Mohammed VI, président du comité Al-Quds, une subvention financière consacrée à la restauration de certains espaces de la mosquée Al-Aqsa. Le communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale indique que cette haute générosité royale s'inscrit dans le cadre des efforts soutenus et continus que Sa Majesté le roi ne cesse de déployer à tous les niveaux au profit de la ville d'Al-Quds al-Sharif. Dans ce cadre, des architectes et des artisans marocains seront dépêchés pour la préservation de l'authenticité architecturale séculaire de la mosquée Al-Aqsa. Sa Majesté le roi Amir al-Mu'minin a ordonné que cette opération s'effectue en coordination avec l'administration des Waqf islamiques du royaume hachémite de Jordanie.
La Suisse met son expertise au service de l'agriculture marocaine. La Suisse, qui est l'invité d'honneur de cette édition du SIAM, est représentée par 13 entreprises qui ont fait le déplacement jusqu'à Meknès. L'occasion pour le pays helvétique de faire profiter le royaume de nombreuses innovations et technologies de pointe en matière d'agriculture. Reportage Driss Cohen, Fatiha Ashhab et Sarah Jabri. Sur plus de 400 mètres carrés, au cœur du pôle international, 13 entreprises suisses agricoles exposent leur savoir-faire. La participation de la Suisse en tant qu'invité d'honneur de la 14e édition du SIAM se traduit par la signature de plusieurs conventions pour encourager une agriculture raisonnée et durable au Maroc. Et nous sommes là aujourd'hui pour les accompagner à se projeter davantage au Maroc, à soutenir certaines filières de production dans le domaine bio notamment, car derrière cette stratégie, il y a l'idée de s'inscrire dans la durabilité en matière de production agricole. Nous-mêmes, en tant que club, nous avons un rôle à jouer en termes de formation, de sensibilisation, de rapprochement. C'est un bon exemple pour nous et nous aimerions avec eux que le Beldi d'avant du Maroc devienne le bio d'aujourd'hui pour toute la population. Connue pour sa production agroalimentaire, la Suisse accorde en effet une grande importance à la recherche et y consacre chaque année près de 3% de son PIB. À travers cette coopération, la Confédération helvétique souhaite partager son expertise avec les professionnels marocains du secteur agricole. Nos entreprises, elles ont été fédérées autour d'un projet type avec les producteurs et les petits exploitants qui ont moins de 5 hectares. Ces producteurs, ils sont nombreux, ils représentent plus de 70% aujourd'hui des exploitations agricoles au Maroc. Donc c'est un réservoir d'employabilité. Avec plus de 5 milliards de dirhams d'investissement depuis 2014, les 50 entreprises suisses installées au Maroc génèrent à elles seules 9000 emplois directs, la Suisse étant le 7e investisseur étranger au Maroc. Encourager l'entrepreneuriat coopératif pour dynamiser la création d'emplois en milieu rural. Ce thème était au cœur des débats aujourd'hui au SIAM. Depuis le lancement du plan Maroc Vert, plus de 14 000 coopératives ont été créées. Reportage Abdullah Dhenouch et Sarah Jabri. 340 coopératives et groupements d'intérêt économique triés sur le volet exposent leurs produits du terroir durant la semaine du SIAM. Un rendez-vous durant lequel ils parviennent à se faire connaître, à prospecter de nouveaux clients et à réaliser jusqu'à 70% de leur chiffre d'affaires annuel. Nous sommes à la recherche de clients potentiels comme des restaurateurs, des propriétaires de boulangeries et des traiteurs pour commercialiser nos produits. Nous produisons essentiellement des produits cosmétiques comme du savon noir aux huiles essentielles. Ce sont des produits naturels que nous souhaitons commercialiser au niveau national et international. Depuis le lancement du plan Maroc Vert en 2008, pas moins de 14 000 coopératives ont été créées. L'idée maintenant est de les inciter à troquer leur format classique contre un nouveau modèle, celui des coopératives agricoles entrepreneuriales. Ces coopératives entrepreneuriales vont contribuer à la création de postes d'emploi au profit des jeunes en milieu rural. Aujourd'hui, nous avons parmi nous plusieurs experts internationaux et nationaux pour débattre ensemble de ces thématiques. Selon les chiffres de l'Office national du Conseil agricole, plus de 15 millions de jours de travail peuvent être créés annuellement autour de certaines filières agricoles phares comme l'olivier, soit environ 61 000 emplois directs par an. Encourager l'entrepreneuriat coopératif devrait donc stimuler la création d'emplois en milieu rural. Plus que quelques semaines avant l'avènement du mois sacré qui s'accompagne traditionnellement d'une hausse de la consommation des produits de première nécessité, une réunion de coordination entre les différentes administrations s'est tenue aujourd'hui à Rabat. Il en ressort que la situation d'approvisionnement des marchés dans les différentes préfectures et provinces du royaume se distingue par une offre abondante qui répond à tous les besoins, notamment en ce qui concerne les denrées et produits les plus consommés. Reportage Marim Mellel et Milodi Zindine, le récit est de Hind Benaknipi. C'est la dernière ligne droite avant le mois de Ramadan. L'occasion de faire le point sur la situation d'approvisionnement du marché national, en particulier pour les produits à forte demande durant le mois sacré. C'est l'objectif de cette réunion qui vise également à orienter les interventions des services et commissions chargés du contrôle et de la protection du consommateur. L'offre l'emporte sur la demande, et ce en ce qui concerne tous les produits les plus consommés lors du mois de Ramadan. Il y a une légère hausse des prix pour certains produits, notamment
la viande rouge. En ce qui concerne le blé tendre, nos stocks couvrent plus de 4 mois et demi. Les légumineuses, de leur côté, connaissent des prix plus bas que ceux de l'année dernière. Des indicateurs positifs qui s'accompagnent de la garantie d'un suivi régulier de l'efficacité des canaux de distribution, de la préservation du pouvoir d'achat, de la sécurité et de la santé des citoyens. Il va y avoir un renforcement des sorties des équipes de contrôle pour s'assurer de la qualité des produits, pour saisir les marchandises impropres à la consommation, mais également sensibiliser les consommateurs et les commerçants. Et durant le mois de Ramadan, le numéro de téléphone national 5757 permettra aux consommateurs d'alerter les autorités en ce qui concerne l'approvisionnement des marchés, la qualité et la sécurité des produits exposés à la vente et les éventuels cas de fraude ou de pratiques commerciales illicites qui nécessitent l'intervention des services de contrôle. C'est un débat qui ne cesse de faire couler de l'encre. L'enseignement en langue étrangère des matières scientifiques au niveau secondaire, collégial et qualifiant. Le texte de loi cadre adopté en Conseil de gouvernement et en Conseil des ministres n'a toujours pas fait consensus chez les parlementaires. Pour relancer ce débat qui s'enlise, le groupement de la Confédération démocratique du travail a pris l'initiative d'organiser une journée d'études au sein de la Chambre des conseillers. Reportage Abdelhafid Lemnour, le récit est de Salima Benak. Faire naître un consensus au sein du Parlement, c'est tout l'enjeu de cette journée d'études. Le projet de loi cadre qui prévoit l'enseignement des matières scientifiques en langue étrangère ne fait toujours pas l'unanimité autour de la table. Nous avons décidé d'ouvrir un dialogue public au sein de la Chambre des conseillers portant sur ce projet de loi cadre, car en tant que parlementaires et conseillers, nous représentons la classe ouvrière et nous avons notre mot à dire concernant cette réforme du système éducatif. Lors des prochaines sessions parlementaires, les conseillers espèrent faire entendre leur voix pour que le vote des députés, avant-dernière étape avant l'entrée en vigueur du texte, aboutisse. En tant que parlementaires et représentants de la Confédération, nous avons organisé cette journée d'études pour définir notre position au Parlement. Pour le moment, le projet de loi cadre est toujours bloqué au sein de la commission parlementaire de l'enseignement. Les partis de la majorité, soutenus par l'opposition, cherchent toujours un consensus national avant qu'il ne soit adopté. Affaire à suivre. Une nouvelle liaison aérienne entre Marrakech et Istanbul, la nouvelle desserte qui sera programmée 5 fois par semaine de et vers l'aéroport international Menara va permettre de booster les deux destinations sur le plan touristique. Reportage Issa Sharqi et Mohamed Chima. C'est officiel, Marrakech est aujourd'hui relié à Istanbul grâce à un vol direct proposé par une compagnie aérienne turque qui dessert plus de 56 villes africaines. Avec une fréquence de 5 vols par semaine, cette nouvelle ligne sera exploitée par un avion d'une capacité maximale de près de 400 passagers. Cela fait plusieurs années que nous sommes présents au Maroc, notamment à Casablanca, avec des vols quotidiens et maintenant à Marrakech, qui représente notre seconde destination marocaine. Nous proposons pour l'instant 5 vols par semaine, mais souhaitons augmenter ce chiffre. L'aéroport et la ville de Marrakech, aujourd'hui, ils ont tous les atouts pour drainer et ramener les compagnies aériennes vers les aéroports marocains. Cette liaison directe contribuera à dynamiser les deux destinations. Les Turcs pourront ainsi mieux se familiariser avec le Maroc, tel que l'ont fait les touristes marocains avec certaines villes turques, devenues aujourd'hui des destinations très prisées. Un engouement qui s'explique par l'attractivité des offres que proposent les tours opérateurs. Il faudra compter près de 7000 dirhams pour un voyage organisé d'une semaine en Turquie, vol, hébergement et circuit touristique compris. La Turquie qui représente maintenant le leader dans la destination en dehors du Maroc, vu le prix, vu les attraits touristiques qu'elle présente et vu la qualité d'accueil et la qualité d'hôtel. On est pratiquement à 75% des ventes sur la Turquie. On m'a dit que la Turquie était un beau pays et que les prix des vols étaient très intéressants. J'aimerais vraiment y aller un jour. Rappelons qu'Istanbul figure dans le top 10 des destinations les plus prisées par les touristes dans le monde, selon un célèbre site web américain spécialisé, suivi de Marrakech en 9e position.
Nous terminons cette édition avec Matière et Design, ses valeurs et ses messages, une exposition haute en couleurs qui réunit les objets en céramique et les collages de David Pecker qui remet en question l'utilisation foisonnante du plastique et les bijoux impression 3D de Marie Boltenstern. C'est à découvrir au jardin Emina à Marrakech. Ce sont des images de Younes Sabbah commentées par Samia Haris. Quand David Pecker débarque au Maroc en 2011, il est tout de suite séduit par l'art de la céramique. Dans son œuvre, il remet en question l'usage du plastique et crée en série des articles habituellement produits dans cette matière, comme ces bidons de toutes les couleurs. L'exposition montre toutes ces choses que j'ai découvertes au Maroc. J'ai été intéressée de voir le changement opéré par le remplacement de l'usage de la céramique et l'introduction du plastique dans la culture, mais j'ai pu constater quand même que la céramique continue à prendre une place dans la vie courante au Maroc. Avec Marie Boltenstern, l'artiste anglais installé à New York participe à Matière et Design, ses valeurs et ses messages, une exposition originale qui génère esthétique et réflexion à partir de la matière. David Pecker, il était attiré par la tension entre les objets traditionnels et les objets en plastique qui ont remplacé les objets anciens. Ce que je trouve d'intéressant dans le travail de David Pecker, c'est son humour pinçant, où il est poétique et pinçant en même temps. Marie Boltenstern, elle, reproduit par impression 3D des bijoux hauts en couleur en s'inspirant des structures de la matière, comme pour David Pecker, la confrontation entre tradition et modernité est omniprésente. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de ce journal, cette décision de Sa Majesté le roi Mohammed VI, président du comité Al-Quds, une subvention financière sera consacrée à la restauration de certains espaces de la mosquée Al-Aqsa. Le communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale indique que cette haute générosité royale s'inscrit dans le cadre des efforts soutenus et continus que Sa Majesté le roi ne cesse de déployer à tous les niveaux au profit de la ville d'Al-Quds al-Sharif. Dans ce cadre, des architectes et des artisans marocains seront dépêchés pour la préservation de l'authenticité architecturale de la mosquée Al-Aqsa. Sa Majesté le roi Emir al-Mu'minin a ordonné que cette opération s'effectue en coordination avec l'administration des waqfs islamiques du royaume hachémite de Jordanie. C'est la fin de cette édition. L'information se poursuit sur notre site 2m.ma et sur l'application My2m. Le prochain journal El Messaïa vous sera présenté par Hicham Gharfaoui. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 20h15. En attendant, portez-vous bien et excellente soirée à tous.